Bonjour, je voudrais tout d'abord dire combien je suis honoré que M. Anglès-Doriac, que Fabrice Xide m'ait demandé d'intervenir en démarrage de cette conférence avec un cahier des charges qui était de présenter les avancées de la recherche les plus évidentes sur la maladie d'Alzheimer, et tout ça en particulier à partir d'un papier que vous avez peut-être vu qui est sorti en avril, pour laquelle j'ai, avec Sandrine Andrieux ici présente, et le privilège d'être un des auteurs, où on a essayé de faire une revue d'ensemble dans tous nos domaines de spécialité, à peu près avec 25 auteurs, sur les questions qu'on se pose dans le monde sur la maladie d'Alzheimer, les enjeux et les défis qu'il faut relever. Alors, de ces travaux, j'ai présenté quelques éléments que je voudrais partager avec vous et qui vont se dérouler autour de 3 axes. Le premier, c'est d'essayer de comprendre l'impact mondial de cette maladie. Vous savez qu'on entend beaucoup de choses actuellement sur la baisse de l'incidence, sur la diminution des nombres des cas, et je voudrais refaire une mise au point là-dessus. Les déterminants de la fréquence d'une maladie dans une population, c'est la science qu'on appelle l'épidémiologie, elle est essentiellement liée à des déterminants qu'on peut modifier, des déterminants qu'on ne peut pas modifier. Les déterminants qu'on ne peut pas modifier, à l'évidence, c'est l'âge, notre patrimoine génétique, et d'autres qui sont modifiables. Alors, généralement, ce sont ces facteurs non modifiables qui déterminent les tendances. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, là, vous avez sur cette diapositive la fréquence de la maladie en fonction de l'âge et selon différents pays, la Chine, le Royaume-Uni, et vous voyez que toutes ces courbes, à l'exception peut-être de l'Amérique latine, sont quasiment identiques, c'est-à-dire une augmentation exponentielle, et à partir de 80 ans, 85 ans, une augmentation à 20 à 25%. C'est-à-dire qu'un cinquième de la population va devoir être affectée, et on voit assez peu de différence entre les pays. Donc à partir de là, on peut tout à fait estimer quelles vont être les projections, et quand on voit que c'est extrêmement lié à l'âge, on ne peut que s'interroger quand on voit ici sur cette diapositive l'évolution de l'espérance de vie entre 90 et 2013. Les seuls pays qui baissent, c'est les pays en rouge. Il n'y en a qu'un seul sur la planète. Tous les autres en jaune ou en bleu sont des pays qui sont stables, ou en bleu qui augmentent leur espérance de vie. Donc en tout point du monde aujourd'hui, on vit plus longtemps. Donc ça va avoir une conséquence, ce vieillissement de la population. Cette conséquence, elle est relativement simple. Alors j'ai essayé de vous la schématiser avec quelques animations pour que vous compreniez bien un peu quel est l'impact mondial qu'on va avoir. Et j'ai pris volontairement 2 pays qu'on ne connaît pas bien, enfin un qu'on connaît bien, qui sont les États-Unis, et un autre qu'on connaît moins bien, qui est l'Indonésie. Et le premier élément, le premier moteur de cette évolution, c'est la distribution des âges. Là, vous avez ce qu'on appelle une pyramide des âges. Plus la pyramide est pointue, plus la population est jeune, plus la pyramide est cylindrique, plus la population est âgée. Et là, c'est une simulation entre 2015 et 2050 de la population indonésienne en comparaison de la population américaine. Et vous voyez qu'en 2050, la population indonésienne va se cylindriser, c'est-à-dire que cette population va vieillir. Donc ça, c'est la base de ce qu'on appelle la population à risque, puisque le conducteur et déterminant majeur, c'est l'âge. Donc plus il y aura de personnes âgées, plus la maladie sera élevée. Donc vous voyez qu'on peut facilement l'estimer. Maintenant, si on essaie de voir le nombre de cas, vous avez à gauche l'Indonésie, à droite les États-Unis, et 2 colonnes. La population à risque, c'est-à-dire ces populations âgées qu'on vient de voir, et la progression du nombre de cas de démence en fonction des courbes que je vous ai présentées initialement. Là encore, quand on l'a fait évoluer, vous voyez qu'il existe un certain nombre de cas passés qui vont vivre en moyenne 5 à 6 ans, qui vont décéder, plus les nouveaux cas. Et vous voyez que la vitesse d'augmentation est certes plus importante aux États-Unis parce qu'ils sont forcément plus nombreux, mais vous voyez que relativement, le pourcentage est à peu près égal entre l'Indonésie et les États-Unis. Ce qui veut donc dire que quand on cumule toutes ces informations, on arrive à projeter entre 2015 et 2050 le nombre de patients qu'on attend. Aujourd'hui, en 2015, on estime qu'il y a à peu près 8 millions de patients en Europe. Vous voyez que déjà, ce sont les pays, ce qu'on appelle à faible et moyen niveau de revenu, que sont l'Asie, entre autres, et l'Afrique, qui cumulent un grand nombre de patients, 19 millions en Asie, 5 millions aux États-Unis et en Amérique du Nord, et un total d'à peu près 47 millions sur la planète. Si on utilise les chiffres qu'on a vus il y a quelques instants pour les projeter, vous voyez que la vitesse d'évolution la plus rapide est observée en Asie. Et qu'au total, on va se retrouver en 2050 avec 135 millions de personnes atteintes, 16 millions en Europe, près de 70 millions en Asie. Donc vous voyez l'impact aujourd'hui, et on va voir ensuite dans quelques instants l'impact de la baisse de l'incidence. Alors juste pour vous donner une idée du nombre des nouveaux cas dans le monde, la façon dont ils se répartissent, massivement en Asie, 47% des nouveaux cas en 2015 est en Asie, 30% en Europe, 7% en Afrique, 5% en Amérique latine, 11% en Amérique du Sud, 7 millions de nouveaux cas par an, soit un cas diagnostiqué toutes les 4 secondes sur la planète.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre aujourd'hui et 2050, si on cumule le nombre des cas, ça fait 680 millions de patients qui seront diagnostiqués à travers le monde. C'est à peu près la population de l'Europe, c'est moins que la population des États-Unis. Et le coût qui est estimé, que ce soit les coûts directs des gouvernements ou les coûts cachés portés par les familles, est estimé à peu près à 1% du PIB mondial aujourd'hui. Et ce que vous voyez ici, c'est la vitesse d'évolution en fonction des revenus des pays. Les pays à haut niveau de revenus, comme les nôtres, et ceux à bas niveau de revenus, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, c'est la part des pays à bas niveau de revenus qui va être extrêmement importante dans cet impact. La deuxième question qu'on se pose, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes physiopathologiques. C'est la grande question que se pose la recherche aujourd'hui. Et il faut quand même, pour découvrir des médicaments curatifs, bien prendre en compte plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on travaille avec l'organe le plus compliqué de l'homme, le cerveau. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas une maladie qui est aiguë, c'est une maladie qui va s'étendre sur une dizaine d'années, voire plusieurs dizaines d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va faire des essais cliniques, il va falloir tenir compte de cette durée d'évolution. Autre point, mais alors qui est plus important à ce moment-là, c'est qu'aujourd'hui est investi à peu près 10 fois moins de fonds dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer que sur le cancer, et proportionnellement, 10 fois moins de chercheurs sont investis. Donc ça veut dire que sur le plan de la compréhension, si on se compare à d'autres pathologies comme le cancer, on a encore du chemin à faire. Alors ça, c'est une diapositive un peu compliquée sur laquelle je ne vais pas rentrer en détail, qui essaie de schématiser grosso modo toutes les hypothèses physiopathologiques. Et sur la partie droite du graphique, vous avez toutes les hypothèses de traitement ou préventives qui ont été sélectionnées. Donc vous voyez qu'on y travaille et qu'il y a une recherche qui n'a jamais été aussi intense. Alors je sais que ça ne va jamais assez vite face à la détresse des familles et des patients, mais sur les 10 dernières années, on a fait des progrès extrêmement importants sur la compréhension de la maladie et sur la compréhension des échecs de nos travaux. Alors ça, c'est pour vous donner une image qui date de 2013-2014 des molécules qui sont en cours d'essai dans le monde. Il y en a à peu près 120. Au centre, ce sont celles qui sont dites en phase 4, c'est-à-dire celles qui sont commercialisées. On a 4 médicaments de traitement symptomatique. Ensuite, vous avez la phase 3, celles qui ont donné un certain nombre de résultats sur l'efficacité, la phase 2, la phase 1. Donc vous voyez qu'on travaille à peu près 90% de ces molécules concernent un mécanisme d'action qui est la lutte contre l'amyloïde. Si on regarde les phases 3, jusqu'à présent, en 2015, voire 2016, elles se sont toutes révélées négatives. C'est-à-dire que les hypothèses que l'on a faites se sont révélées négatives. Donc, ce qui est important dans la recherche, c'est de comprendre la raison de ces échecs. Est-ce qu'on s'est trompé de cible? L'hypothèse de la cascade amyloïde, qui est l'hypothèse dominante, est-elle une mauvaise hypothèse? Est-ce que le fait de ne pas avoir de diagnostic extrêmement précis de la maladie d'Alzheimer, qu'on pourrait avoir un diagnostic de l'infarctus du myocarde, c'est un des symptômes cliniques, le manque de biomarqueurs, fait qu'on introduit dans ces essais des gens qui ne sont pas atteints, donc forcément le traitement ne sera pas actif? Est-ce qu'on a mal sélectionné ces patients? C'est-à-dire qu'on les a pris trop graves, pas assez graves, puisque vous savez qu'on a des éléments de référence sur la progression de la maladie d'Alzheimer qui sont difficiles à estimer. Et donc, on a peut-être recruté des gens à des stades trop avancés de la maladie, et tellement avancés que la destruction des neurones ne permet plus, même si on arrêtait la progression de la maladie, une récupération des fonctions cognitives. Juste pour vous donner un exemple, et ça c'est aussi une des découvertes des 10 dernières années qui était intéressante, pour essayer de déterminer... Il existe des atteintes des fonctions cognitives, il existe un grand nombre de tests. Là, j'en ai pris un qui est le 7 test d'Isaacs, relativement simple. En 15 secondes, vous devez citer des noms de couleurs, des noms d'animaux, des noms de fruits, des noms de villes. Et à partir de ça, ce qu'on appelle un test de fluence verbale, on a des tests extrêmement sensibles sur la variation de ces fonctions cognitives. Et il existe une étude qui s'appelle l'étude PACWID, qui a été montée dans les années 90 par Jean-François Dartigue à Bordeaux, excusez-moi, et qui maintenant, après 14 ans d'observation, est allé regarder à rétro, en fonction de la connaissance, près de 14 ans après, de l'état du patient, est-il devenu atteint du mal d'Alzheimer ou pas, quels étaient les résultats de ces tests initialement. Et on s'aperçoit que déjà 10 ans avant le diagnostic de la maladie, alors qu'on ne les avait pas vus, commencent à exister des petites différences, notamment dans le 7 test d'Isaacs que je vous ai montré il y a quelques instants. Ça veut donc dire que la maladie commence à travailler à partir de cette date, 10 ans avant. Et vous comprenez bien que si on regarde, si on projette dans le temps, dans une vie d'un individu de sa naissance à son décès, l'évolution de ses fonctions cognitives, on peut imaginer qu'il y a un vieillissement cognitif lié à l'âge qui existe, mais qu'il existera un vieillissement accéléré lié à cette atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui fait qu'à un moment, on va couper le seuil de tolérance sociale et qu'à ce moment-là, on va commencer à se poser la question du diagnostic. Mais vous voyez qu'entre le moment où le déclin de ces fonctions apparaît et le diagnostic,
peut s'écouler beaucoup de temps qui nous permet de définir cliniquement des stades qui vont être précliniques, des stades d'atteinte modérée des fonctions cognitives et un stade de démence. Si maintenant on regarde le début du processus physiopathologique, on peut considérer qu'il commence à partir du début de ce déclin et à l'autre bout, le début à droite des signes cliniques. Il existe toute une période pendant laquelle la maladie évolue et pour laquelle on n'a aucune information. Et le diagnostic clinique va commencer à se poser à partir de ce début des signes cliniques. Et il faut savoir que les essais cliniques, pour la plupart d'entre eux, commencent à ce moment-là. Et quand vous voyez le temps qui existe entre les débuts des signes cliniques et le décès, vous vous rendez compte qu'on a peut-être perdu un temps précieux dans la prise en charge qui pourrait expliquer les échecs de ces différents essais. Alors la question qu'on peut se poser directement, c'est est-il possible de faire un diagnostic présymptomatique? C'est aussi l'autre champ de recherche extrêmement important qui existe aujourd'hui dans le domaine. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, on a fait des progrès incroyables. On est capable d'identifier l'amyloïde, la charge amyloïde dans le cerveau du vivant du patient. Vous savez qu'avant, on ne le faisait qu'après le décès du patient. C'était beaucoup trop tard pour un diagnostic, très difficile de faire une biopsie. Donc aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'identifier la charge amyloïde ici en jaune. Alors là, il y a 3 exemples. Le premier, c'est un sujet normal de 73 ans. Le deuxième, c'est un sujet de 53 ans qui a un facteur de risque génétique qui est l'ApoE4, qui a un MMS à 27. Et en dessous, c'est un sujet de 60 ans qui a une maladie d'Alzheimer déclarée. Vous voyez que celui qui est à 53 ans, qui a un MMS normal pour l'instant, a une charge amyloïde qui est à peu près identique à celle du patient atteint de maladie d'Alzheimer. Donc une anticipation peut-être d'un diagnostic si on avance dans la connaissance de ces outils. Ça amène à poser de nouvelles questions, puisque quand on commence à regarder l'impact de ces biomarqueurs dans la population, aujourd'hui, on peut estimer que 30% des sujets âgés en bonne santé ont déjà des stigmates de maladie d'Alzheimer. Il va falloir se poser la question, même avec ces diagnostics présymptomatiques, comment on classe ces individus. Alors revenons à notre petit schéma là et regardons si on peut estimer à un moment, alors j'ai pris un exemple, mais il existe d'autres biomarqueurs actuellement en réflexion, si on pouvait identifier les gens à ce stade présymptomatique. On est dans cette situation avec un diagnostic clinique tardif, on pourrait peut-être commencer les essais cliniques plus tôt et avoir du coup un peu plus de temps pour justement voir l'impact de ces médicaments qu'on a utilisés, qui sont révélés défectueux jusqu'à présent, et voir si le fait de démarrer plus tôt permet de conserver un potentiel neuronal suffisant pour justement assurer une récupération finalement à la fin. Alors il y a plusieurs essais qui sont en cours aujourd'hui, j'en ai pris que quelques-uns. L'étude A4, vous entendrez parler, c'est ceux qui devraient sortir bientôt, dans lesquels les critères d'inclusion sont des sujets normaux, avec une imagerie amyloïde, ce que je vous ai montré il y a quelques instants, positive, 3 ans de traitement avec un produit anti-Alzheimer qu'on a déjà utilisé, qui est le solanezumab. Le critère principal, le test cognitif, résultat des tests d'ici 2 ans ou 3 ans. L'étude API, Alzheimer Prevention Initiative, là on est vraiment très ciblé dans le diagnostic, puisque ce sont des formes familiales avec mutation dans une famille colombienne, extrêmement vaste, dans lequel on va traiter des gens qui ont une mutation dont on sait qu'elle générera à 99 chances sur 100 un Alzheimer, même logique de traitement préventif. Et enfin l'étude Diane, qui est un consortium international qui a enregistré toutes ces formes familiales rares qui sont associées à des démences et dans lesquelles on va réaliser en route ces traitements. Enfin, un autre exemple, c'est l'étude Tomorrow, qui n'est pas développée en France, qui utilise un autre produit développé par Takeda et qui est là encore sur une infection, c'est des sujets sélectionnés sur un facteur de risque génétique. Dernier point, est-ce qu'on peut d'ores et déjà changer la trajectoire? Alors, juste toujours ce petit schéma. Vous voyez notre zone inconnue, l'idée du diagnostic clinique à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait finalement essayer de redresser cette courbe? Je ne dis pas complètement l'horizontaliser, mais au moins la redresser. Parce que vous voyez ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la période pendant laquelle on ne connaît pas s'allonge, et que le diagnostic clinique va arriver à ce moment-là, et puis que vous voyez que si on y arrive et on arrive à repousser assez, on va se situer après le décès du patient. Ça veut dire quoi? Que le diagnostic ne sera pas du vivant du patient. Donc globalement, même si le patient est atteint, on n'aura pas de cas d'Alzheimer identifiés. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut repousser l'âge de début des symptômes? Alors, les simulations qui ont été faites aux États-Unis montrent que sur un total aujourd'hui de 5 millions de sujets pour lesquels il y aurait en 2050 aux États-Unis environ 13 millions de patients, si on arrive à repousser de 5 ans l'âge de diagnostic des premiers signes, on va obtenir au total que 7 millions de patients en 2050 au lieu de 13 millions. Donc vous voyez que déjà le fait de repousser comme ça permettrait de finalement diminuer l'impact mondial de cette maladie. Alors, est-ce que c'est possible ? Plusieurs études qui sont sorties maintenant sur les 5 à 10 dernières années montrent que, l'étude de Rotterdam qui suit des patients de la ville de Rotterdam, qu'en fonction de la génération, on a l'impression que l'incidence de la maladie diminue. C'est-à-dire que les gens qui sont nés dans la cohorte 1990
font un tout petit peu plus de maladie d'Alzheimer que ceux qui sont nés dans la cohorte 2000. Près de 25% en moins d'incidence. C'est les nouveaux cas, je ne vous parle pas des cas prévalents. Si on regarde une cohorte danoise maintenant qui a mesuré l'état des fonctions cognitives sur une cohorte de 1905 et de 1915, on s'aperçoit, à gauche c'est le MMS qui est réduit dans la cohorte de 1905 par rapport à 1915. On a une amélioration des fonctions cognitives de ces populations de près de 10%. Même chose en Angleterre, je vous passe cet exemple, et l'exemple le plus frappant, c'est l'étude de Framingham. Vous savez, cette étude qui a commencé en 1950 aux États-Unis, qui a mesuré les facteurs de risque vasculaire, et ils ont regardé par tranche de 10 ans, sur 3 décades, quelle était l'évolution de l'incidence, 3,6% en 80, 2,8% en 90, 2,2% en 2000, 2% en 2010. Donc il se passe quelque chose, et la question c'est de savoir quoi pour savoir si on peut accélérer cette baisse et cette évolution. Alors pour l'accélérer, il faut travailler avec les facteurs et les déterminants qu'on peut modifier. Traumatisme crânien, facteur de risque vasculaire, dépression, réserve cognitive. Traumatisme crânien, certes, vous savez que c'est un des facteurs de risque qui s'impose actuellement, mais ça va être très difficile de demander à tout le monde de porter des casques. La réserve cognitive, c'est l'enjeu principal. Aujourd'hui, on sait que nos neurones ne se multiplient plus, mais que leur travail, la plasticité de notre cerveau permet de la maintenir en bon état. Et on commence à identifier aujourd'hui des facteurs qui participent à ce maintien en bon état. Le premier, c'est l'éducation. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, je vais prendre juste un exemple très simple, avant 1945, l'élément de référence dans l'éducation, c'était le certificat d'études. Alors aujourd'hui, avec tous les reproches qu'on peut lui faire, c'est le bac. Donc il y a des évolutions dans le niveau d'éducation qui est vrai dans tous les pays, qui pourraient expliquer cette diminution de l'incidence. Tous les éléments de stimulation cérébrale, d'entraînement cognitif, la vie sociale, des activités comme le jardinage, le voyage, le bricolage, participent à cette amélioration de la réserve cognitive sur laquelle on pourrait peut-être jouer. Le seul problème aujourd'hui, c'est que ce dont on manque pour savoir si ça marche, ce sont les études d'intervention. Il existe un certain nombre qui ont été faites et qui sont en cours dans le monde. Celle qui a été faite en Finlande, qui est une Finger, une pilotée par Sandrine Andrieux, qui est l'étude MAP, une autre Prediva qui a été réalisée en Hollande. Aujourd'hui, on essaie, mais la taille de ces échantillons sont relativement petits pour qu'on ait une idée précise de l'évolution et les durées d'observation relativement courtes. On a des éléments d'espoir, mais on aimerait bien avoir des éléments un peu plus concrets avant de se lancer dans des très grands programmes de prévention au niveau mondial. Donc si j'avais à conclure maintenant, les perspectives. Le nombre de cas de patients augmente, c'est un fait. Peut-être que son augmentation ralentit, mais il augmente et d'ici 2050, on va avoir un grand nombre de patients atteints. La diminution dans les pays à haut niveau de revenus, et je précise bien dans les pays à haut niveau de revenus, parce qu'on n'a pas vu les mêmes événements en Chine ou en Asie, on a plutôt tendance à une accélération de l'incidence aujourd'hui, tente à montrer qu'il y a une baisse de l'incidence et qu'on aurait des moyens d'action, et qu'on peut peut-être modifier cette trajectoire. Donc vraiment, on reprend la phrase anglaise, alors je ne l'ai pas traduite, Care today and cure tomorrow. On est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de repousser ce début? Autre perspective, qui sont sur les traitements, si on fait une prise en charge, elle doit intervenir le plus tôt et évoluer le plus rapidement possible. Cette prise en charge va nécessiter, je ne dis pas un traitement, je dis bien une prise en charge, un care today, non pas encore cure tomorrow, nécessite une surveillance constante et une coordination permanente. Toujours plus d'engagement individuel, toujours plus de temps à y consacrer, des aidants qui vont sacrifier beaucoup de leur temps, y compris de leur travail, et une prise en charge qui va durer toute la vie. C'est ce à quoi on doit s'attendre. Et il faut donc s'attendre à intégrer dans notre société à la fois des aidants, à la fois des patients qui vont être en nombre de plus en plus nombreux. Alors il existe une phrase qui se développe en Angleterre, au Japon, d'être dementia friendly. Très difficile à traduire en français puisque vous savez que le terme de démence est difficilement acceptable dans sa signification actuelle. Mais je crois qu'il faut qu'on aille également nous aussi dans cette direction. Je crois que des actions comme celles qui sont faites aujourd'hui vont nous permettre d'y arriver rapidement. Juste un remerciement à Joël Ménard qui a toujours dit que si on voulait aller vite, il fallait travailler tout seul, mais si on voulait aller très loin, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, il fallait qu'on travaille tous ensemble. Je vous remercie de votre attention.